Bien, merci. La réflexion que nous allons présenter s'inscrit dans la recherche collaborative éthique que nous avons évoquée à plusieurs occasions. Donc, on ne va pas ici réexpliquer tout cela. Vous avez un petit tableau récapitulatif. Ici, ce dont nous allons vous parler, c'est d'une MAG qui a été menée avec 8 intervenantes sociales et intervenants sociaux travaillant avec des mineurs étrangers non accompagnés. Et cette MAG a eu lieu en mars 2017. Et alors, il y a un deuxième temps, le temps de l'après-MAG. Et j'ai saisi l'opportunité de ce symposium pour proposer aux intervenants et intervenantes de revenir sur des points saillants de la MAG quelques temps plus tard. Et donc, nous avons mené une réflexion avec celles qui ont accepté de le faire, c'est-à-dire Atziri Nelly et également Marilène, qui n'a pas pu être parmi nous, mais qui doit nous regarder sans doute de Belgique et que nous saluons. Alors, lors de... C'est dans l'autre sens. Lors de cette MAG et de cet après-MAG, nous avons relevé 4 enjeux principaux pour ces intervenants qui travaillent avec des mineurs étrangers non accompagnés. Le premier enjeu, c'était celui de la dénonciation de comportements problématiques tels que, par exemple, fumer du cannabis. Il semble que ce n'est plus problématique partout. Et dont les intervenants sociaux savent que la sanction à la clé, c'était le transfert du jeune dans un autre centre. Et dès lors, que faire, dire ou ne pas dire à la direction. Autre enjeu important, c'est celui de... C'est dans l'autre sens, celui de l'incitation à l'autonomie, au libre arbitre, au libre choix, oui, libre arbitre également d'un côté, et de l'autre côté, des politiques, des logiques très contrôlantes demandées aux intervenants sociaux par rapport aux MENA, mais également des logiques contrôlantes de la direction à l'égard des intervenants. Il y avait également des enjeux autour du partage ou non d'informations entre les intervenants, ainsi qu'un écart entre les offres des politiques sociales d'une part et les besoins effectifs des personnes d'autre part. Alors, nous avons résumé l'ensemble de ces enjeux en un enjeu ou en une tension principale. C'est d'un côté la considération pour la personne, pour ses besoins, ses demandes, ses désirs, et de l'autre côté des logiques de plus en plus procédurales, de plus en plus contrôlantes ou sanctionnantes. Cet enjeu-là central, il s'est cristallisé autour d'une question lors de la MAG, c'est la question de la radicalisation, avec donc des situations où les intervenants sociaux étaient tenus de dénoncer à la direction et sont tenus de dénoncer à la direction des signes de radicalisation, et tout cela dans un contexte évidemment assez chaud post-attentat, après les attentats de Charlie Hebdo, de l'épicerie cachère, après les attentats de Bruxelles et de Zaventem, ça c'était en mars 2016, et puis les attentats de Nice. Donc tout un contexte qui a généré un climat de peur, un climat de suspicion à l'égard des migrants. Et par rapport à cela, vous voyez un des verbatims d'une intervenante sociale, c'est de dire oui, on est dans la relation à l'autre, etc., mais on se demande en même temps, quand ce jeune arrive, qui il est et qu'est-ce qu'il a dans son sac. Je ne sais pas si sac était au sens propre ou figuré. Alors, par rapport à cela, un double questionnement. Il y a d'une part un questionnement autour de la part de certains intervenants sociaux, intervenantes sociales, de la manière de repérer des vrais comportements problématiques. Comment peut-on déceler le jeune radicalisé parmi nous ? Et donc c'était autour de moyens, de méthodes pour arriver à repérer ces jeunes qui pouvaient être dangereux et comment faire le tri entre tout ça, c'est-à-dire les vrais signes de radicalisation et les faux signes de radicalisation. Et de l'autre côté,
et parfois c'était les mêmes intervenants sociaux, c'est ça qui était assez interpellant, se poser la question du sens de l'accompagnement. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait comme job, qu'est-ce qu'on fait comme boulot à l'égard de ces jeunes, et dans une logique de contrôle très importante. Ça a été très très bien dit par l'intervenante qui s'interrogeait sur la question de la loyauté du travailleur social. Est-ce qu'elle est vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis du contrôle, d'un côté, ou vis-à-vis de la personne avec qui on travaille. Et une autre personne, un autre verbatim, c'était N qui disait « Ce qui pose question pour moi, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier notre rôle, pourquoi on a signé, pourquoi on a décidé de faire ce boulot. » Ces injonctions de la hiérarchie mettent à mal l'accompagnement, et ça, c'est ce dont Atziri va vous parler maintenant. Donc, ce qui me semble important de dire d'abord, c'est que donc, les intervenants sociaux ont reçu des consignes venant de la hiérarchie, comme quoi il y avait une obligation de transmettre tout signe aux suspicions de radicalisme. C'est une demande du secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, dans le but de le communiquer à la sûreté de l'État. Donc, la question que nous nous sommes posée lors de la MAG a été de savoir si en dénonçant, les travailleurs sociaux ne se mettaient pas en porte-faux vis-à-vis du secret professionnel. La MAG a permis donc de rappeler les prescrits légaux auxquels nous devons nous référer, à savoir l'obligation de respect du secret professionnel repris, donc c'est l'article 458 du Code pénal, dans lequel il est stipulé que les secrets ne peuvent être levés que dans des circonstances exceptionnelles. Dans le cas d'une situation de personne en danger, lever la confidence peut relever de l'état de nécessité et la situation doit être évaluée au cas par cas. Il doit y avoir un danger grave, réel et imminent. Et on doit prendre en compte donc le critère de proportionnalité, donc à savoir si le plus important est de garder le secret à tout prix ou si le plus important est d'aider la personne en danger. Et ensuite, on doit prendre aussi le critère de subsidiarité en compte, donc qui consiste à vérifier que toutes les autres pistes ont été vérifiées et qu'il n'y a pas une autre solution, seulement celle de lever le secret professionnel. Donc, c'est ça qui dit la loi. Mais il y a eu une pression politique, et donc suite aux menaces et aux attentats terroristes. Donc, il y avait la peur qui régnait. Donc, ce contexte était propice à la dénonciation. La politique menée aussi mettait la pression pour inciter les travailleurs sociaux à collaborer avec les autorités en dénonçant des indices ou des faits de radicalisation éventuellement observés dans les institutions. Mais qu'en est-il donc dans la réalité? Il faut savoir que les MENA se sont exilés pour fuir le radicalisme et le terrorisme dans leur propre pays par des groupes comme les talibans, Daesh, Boko Haram, etc. Et donc, parfois même, un de leurs parents ou leurs parents ont été tués par donc, ces groupes. Et parfois aussi, c'est des membres de la famille. Et donc, c'est souvent la famille survivante ou les parents qui décident de les aider à quitter le pays afin de les protéger. Donc, parfois, ça provoque beaucoup de souffrances et parfois aussi, c'est au prix de toutes leurs économies de la famille. Donc, les MENA débarquent donc dans d'autres pays. Ils se retrouvent à leur tour eux-mêmes dans une position où ils sont perçus comme radicalisés et potentiellement terroristes eux-mêmes. Surtout s'ils proviennent de pays comme l'Afghanistan, la Syrie ou l'Irak. Et donc, les questions à se poser en tant que travailleur social seraient: est-ce que ces gens représentent vraiment un danger pour la société, comme le laissent penser les politiques et les médias? Si les travailleurs sociaux ont des peurs et des suspicions envers les jeunes, cela ne risque pas-il de mettre en danger la relation de confiance? Je vais vous lire un témoignage d'un jeune irakien âgé de 15 ans, extrait du même rapport de l'UNICEF Belgique 2018, le même que vous voyez ici. Ouais.
Nous n'avons pas choisi d'être des réfugiés. Cela nous est tombé dessus et nous avons dû faire un choix. Nous devions fuir la mort et la destruction existant dans les systèmes qui gèrent le pays. Mon message à l'intention du monde entier est le suivant. Nous sommes des enfants comme tous les enfants et nous avons le droit à la sécurité et à l'enseignement. Nous voulons vivre avec notre famille, tout comme chaque enfant le souhaite partout dans le monde. Donc, ce qui ressort de tout ceci, c'est que sous l'angle législatif, la dénonciation à la direction qui transmet à la police et à la sûreté de l'État est très critiquable. Donc, agir de cette manière, c'est mettre à mal l'un des fondements du travail social, donc à savoir la confiance nécessaire pour construire une relation entre le travailleur social et la personne accompagnée. Donc, ici, avant de vous parler de l'accompagnement, il me semble important de prendre en compte la réalité complexe des personnes. Dans un contexte où la radicalisation est devenue l'excuse à tout, comme le dit Carteron en 2017, donc Carteron, travailleur social, on assiste à des dérives comme la délation, les préjugés, la discrimination. Les autorités, les médias et l'imaginaire collectif contribuent à faire grandir cette ambiance de peur générale. Les travailleurs sociaux eux-mêmes se mettent aussi la pression. Se sont encore plus responsables si un des gens qui s'accompagnent venait à se radicaliser. Et voilà, effectivement, suite à tout ce que Ziri vient de dire, on s'est posé la question justement par rapport à l'accompagnement de ces jeunes MENA. Ne doit-on pas prendre en compte la réalité complexe et l'histoire de chaque jeune? Parce que si nous, les travailleurs sociaux, on peut se sentir dépossédés de notre travail quand justement nous demandent de dénoncer sans pouvoir être acteurs véritables de ce qui se joue. Parallèlement, les jeunes peuvent se sentir dépossédés de leur histoire. À titre d'exemple, je voudrais citer une situation qui était déposée à la MAC par une participante, d'un jeune Afghan qui est installé dans un centre d'accueil, qui se tient à carreau, qui a un comportement exemplaire, mais pourtant, un jour, il pète les plombs et il agresse ses camarades de chambre. L'équipe éducative, il est étonné. Il essaye de les calmer, mais les gens sont enragés. Donc, suite à ça, une ambulance est appelée. On lui prescrit des médicaments et ces gens restent calmes, allongés dans les chambres. Pour le moment, à cet instant, personne ne s'interroge sur les raisons plutôt de son comportement, parce que le but est de les calmer. Plus tard, l'éducatrice même va voir ce qui se passe avec lui et il lui alors raconte ce qui s'est passé. Donc, il s'est fait agresser pendant son sommeil par ses camarades de chambre, qui sont tous d'origine pachtou, et lui seul d'origine dari. Or que dans les pays, les parents étaient tués par les pachtou. Au lieu de travailler cette question, cette jeune, il est transféré dans un autre centre parce que justement la violence n'est pas acceptée au centre. Ce transfert, il le vit mal, il ne va plus à l'école et il se sent très mal dans cet autre centre. Cette situation montre bien, en fait, le titre donné dans cette récit par la participante à la MAC était « Pétage de plomb », mais après coup, on aurait pu la nommer « Un jeune sans histoire ». Cette situation montre bien la nécessité d'être au plus près de ces jeunes, de leur réalité, tout en tenant compte de leur histoire, culture, croyances, religion, valeurs et du contexte d'accueil. Autrement dit, cela nécessite de s'interroger sur l'essence d'accompagnement de ces jeunes dites non accompagnés. Une des participantes à la MAC s'interroge ici sur les formatages liés à la commande sociale.
On est surtout effectivement axé sur la procédure sans tenir compte du jeune, de qui il est, de sa santé mentale, etc. Et au final, beaucoup de jeunes ne trouvent pas ce qu'ils viennent chercher. L'attention exprimée par ces participants rejoint les doubles enjeux de l'accompagnement expliqués par la théorie d'Emmaël Paul. L'accompagnement qui est aujourd'hui, selon elle, de l'ordre d'une commande sociale d'un part. Il s'agit donc des enjeux liés à la politique sociale et institutionnelle, et d'autre part, les enjeux relationnels et la prise en condition de la personne. Les questions qui se posent alors, quelle attitude adopter alors, quelle posture d'accompagnement privilégier pour ne pas justement tomber dans les pratiques inhumaines et pour maintenir au cœur de la pratique professionnelle une préoccupation de l'autre, tout en prenant le compte des enjeux liés aux politiques sociales. Dans notre échange pendant la MAC et ensuite après la MAC, on a pu relever 3 voies pour accompagnement. Une proximité à cultiver, il s'agit donc, comme la participante l'exprime bien, de privilégier les liens chauds de proximité aux côtés d'eux, plutôt qu'un lien de face à face. Cette posture proximale trouve des échos aussi chez les Despins, Gabeyron et Mercement, qui mettent l'accent sur l'enjeu relationnel de l'accompagnement. Quant à Pascale Jamoul, elle souligne le travail des échanges entre l'accompagnateur et la personne accompagnée. Par ailleurs, selon elle, l'intervenant social joue un rôle de passeur de monde entre les menants même et la société dans laquelle il débarque. Il devient donc interprète des systèmes pour une bonne compréhension des codes et dans la société d'accueil et de son fonctionnement. La deuxième voie, c'est une critique institutionnelle et politique à mener. Les participants à la MAC ont exprimé leur critique envers leur hiérarchie par rapport aux injonctions qui sont leur faites sans possibilité de les interroger et sans possibilité de les mettre en question. Et pour justement ne pas devenir des individus qui sont là que pour obéir aux ordres, on a mis en évidence l'importance du travail en équipe pour revenir aux missions essentielles du travail social, qui sont le respect de la dignité et de la personne, la justice, l'émancipation, tout en me posant la question, comme Jean Nourri, mais qu'est-ce que je fous là? Autrement dit, quelle est donc ma mission et quelle est ma place en tant que travailleur social? On peut aussi explorer la voie de la subversion proposée par Joseph Roussel. Il s'adresse plus particulièrement aux éducateurs spécialisés en leur disant « devenez des hommes rusés, faites semblant de suivre la commande sociale tout en visant les objectifs essentiels de dans le travail social qui sont restaurer la parole de chacun, transmettre les limites et accompagner à faire des choix ». Une autre piste évoquée est le travail en réseau avec des associations militantes en faveur des droits des migrants et en faveur des pratiques sociales plus éthiques. Troisième voie, c'est lecture complexe à favoriser. Effectivement, un autre point important relevé lors de la MAC, c'est la forte complexité du contexte qui réclame bien sûr les connaissances multiples juridiques, culturelles, historiques, religieuses, psychologiques, voire psychiatriques, pour augmenter la marge de manœuvre des travailleurs sociaux. Pour ce faire, comme le dit bien la participante A, il faut se former, aller à intervision et réfléchir sur notre pratique professionnelle pour pouvoir défendre le travail que nous, on estime important à faire. Certains relèvent l'intérêt de s'inspirer des expériences vécues à l'étranger, de s'ouvrir à d'autres cultures que la Belgique, par exemple le Québec, pour s'enrichir. Et bien sûr, la MAC elle-même a permis différentes lectures, une remise en question de soi-même, de notre travail, et de trouver différentes pistes pour un accompagnement plus ajusté. Donc, en conclusion, lors de la MAG, la question de dénonciation des comportements potentiellement radicalistes a été posée de manière répétée par la moitié des participants.
Mais au fil des discussions, cette préoccupation s'est progressivement dégonflée au profit d'une réflexion sur le sens, les enjeux et les modalités d'accompagnement de ces jeunes au parcours difficile. Ce qu'il est ressorti, c'est que l'accompagnement de MENA nécessite le travail de proximité, de tisser des liens chauds, d'aller à la rencontre de l'autre là où il est, de prendre en compte ses croyances, sa culture et sa singularité. Un autre aspect, c'est à côté de ces aspects relationnels, les intervenants sociaux doivent prendre en compte les politiques, les contraintes et pressions institutionnelles. Mais lorsque celles-ci relèvent essentiellement du contrôle, il est légitime que le professionnel montre son désaccord, voire qu'il adopte des positions subversives. Et concernant le processus de la MAC, il a permis une remise en question du cadre institutionnel pour certaines, une rassurance par rapport à des attitudes et les convictions morales et professionnelles pour d'autres. Il nous a permis de nous rendre compte de la réalité complexe vécue par les MENA ainsi que des enjeux culturels et sociétaux en présence. Le travail réflectif, 18 mois plus tard, a été l'occasion de donner davantage de corps à des idées à travers des lectures et des échanges stimulants et a aussi donné du coffre à certains propos quant à notre pratique professionnelle. Merci.